bienvenue. On plonge aujourd'hui dans les remous d'un événement euh, tragique qui a vraiment saisi l'Amérique. L'assassinat de Charlie Kirk. C'était le 10 septembre dernier. C'est ça. Ça s'est passé dans l'Utah, à Orem, et en plein milieu d'une université, sur scène, face aux étudiants. Oui, un endroit très symbolique pour lui, en fait. Pas anodin, comme vous dites. Pas anodin du tout, non. Charlie Kirk, il avait 31 ans, fondateur de Turning Point USA. C'était une figure vraiment majeure de la droite conservatrice. Ah oui. Il avait réussi à faire d'un petit groupe étudiant une vraie machine militante, très très présente sur les campus et aussi dans les médias américains. Il savait, occuper l'espace. Et quel espace! Les sources, elles le décrivent comme un personnage profondément clivant, promoteur d'une droite très conservatrice, critique féroce de ce qu'il nommait le wokisme, défenseur acharné du port d'armes, très aligné sur le courant MAGA. Tout à fait. Les mots qui reviennent, c'est catalyseur d'audience, aimant à controverse, voire même bretteur idéologique. C'est ça, des termes forts. Et construisait vraiment sa carrière là-dessus, sur cette polarisation. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui rend sa mort, juste là, sur cette scène universitaire, si chargée symboliquement. Notre objectif aujourd'hui, en s'appuyant sur les premières infos de l'enquête, les réactions politiques, médiatiques, et puis les analyses qui commencent à sortir, c'est d'essayer de dépasser le choc brut, l'émotion immédiate. On va tenter de décortiquer un peu les différentes couches de cet événement. Comprendre ce que ça révèle. Exactement, comprendre ce que ça révèle de l'état du débat public aux États-Unis aujourd'hui, et puis quelles pourraient être les suites, quoi. D'accord. Alors, allons-y. On commence par les faits bruts. L'enquête, on sait qu'un suspect a été arrêté. Oui, c'est ça, un dénommé Tyler Robinson. Il a été appréhendé après une chasse à l'homme assez intense, plus de 30 heures. Ah oui, quand même. Et les chefs d'inculpation sont lourds, meurtre aggravé et entrave à la justice. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la rapidité avec laquelle les autorités de l'Utah ont parlé d'assassinat politique. Immédiatement. Quasiment. Et poser ce terme tout de suite, c'est pas neutre du tout. Ça oriente d'emblée la lecture de l'événement. On imagine bien l'onde de choc dans le pays, les réactions ont dû être vives. Vives, oui, et surtout très révélatrices, je trouve, des lignes de faille américaines. D'un côté, comme souvent dans ce genre de drame, on a eu la condamnation quasi unanime de la violence. La réaction officielle. Voilà, la Maison-Blanche, les élus des deux bords, tout le monde a appelé au calme, répété que les désaccords politiques, ça se règle par le dialogue, pas par les balles. Ça, c'est la façade, disons. Une façade d'unité, donc. Mais j'imagine que derrière ce consensus de surface, ça bouillonne. Surtout dans son camp politique, la droite conservatrice. Exactement. Là, c'est plus complexe. Bien sûr, il y a le deuil, la tristesse, les hommages, évidemment. Mais très vite, on a vu émerger autre chose. C'est-à-dire ? Des campagnes assez actives de dénonciation, des personnes, des commentateurs, parfois même des anonymes, qui sont pointés du doigt parce que leur réaction, leur message de condoléances, il est jugé insuffisant. Insuffisant ? Comment ça ? Pas assez ému, pas assez aligné, si vous voulez. Attendez, mais ça va jusqu'où, ce genre de choses ? On parle de critiques sur les réseaux sociaux ou ça a des conséquences plus concrètes ? Ah, ça va loin. Les sources parlent de circulation de listes de noms, carrément. D'exposition publique de comptes personnels sur Internet. Sérieusement ? Et même de pressions qui ont abouti à des licenciements. Des licenciements ? Oui. L'exigence, ce n'est plus seulement de condamner l'acte, mais c'est de participer à une forme très spécifique, très publique de deuil collectif. Et si on n'y adhère pas pleinement, on s'expose à des représailles. C'est assez glaçant comme dynamique, en fait. Oui, ça crée une pression énorme, j'imagine. Et comment réagit l'autre bord politique, la gauche, face à ça ? Face à l'événement et à cette atmosphère ? Alors, pour la gauche américaine, la préoccupation majeure, ça semble être ce fameux chilling effect. Cet effet paralysant sur la liberté d'expression. La peur de parler. C'est ça. La crainte, c'est que la peur d'être pris pour cible, d'être accusé de manquer de compassion, ou pire, de se réjouir secrètement, ça incite beaucoup de gens à se taire, à ne plus oser critiquer les idées de Kirk ou de son mouvement, même de manière légitime. Et puis en parallèle, on voit aussi beaucoup d'efforts pour démonter les rumeurs, les fausses informations qui ont immédiatement circulé sur le suspect. Ah oui. Classique. Est-ce qu'il est vraiment ses motivations réelles? Est-ce qu'il appartenait à tel ou tel groupe? Il y a un vrai besoin de clarifier les faits face aux tentatives de récupération politique.
c'est palpable. Ce qui nous amène tout droit à la dimension médiatique de tout ça. Un événement comme celui-là, aujourd'hui, c'est instantanément une déferlante sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est... D'ailleurs, on a appris que la vidéo même de la fusillade a circulé massivement, en quelques instants à peine. Oui, c'est une illustration assez brutale de ce que certains analystes appellent l'économie de l'attention basée sur la sidération. Le choc, l'horreur, ça capte immédiatement les regards, ça génère des clics, des partages. C'est devenu une mécanique quasi automatique en fait. Et dans ce chaos informationnel, il y a un acteur qui prend une place de plus en plus préoccupante, non? C'est l'intelligence artificielle. Exactement. L'IA. L'IA. Mais comment elle joue un rôle ici concrètement? Eh bien, les analyses la décrivent comme un multiplicateur d'infox, un amplificateur de désinformation. D'accord. L'IA peut servir à créer très vite de faux récits, à monter des images trompeuses, à diffuser massivement des théories du complot ou des narratifs partisans, mais sous une apparence de vérité. Et dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Kirk, on a vu comment elle pouvait brouiller encore plus les lignes entre les faits avérés, les spéculations, et puis les manipulations pures et simples. C'est un vrai défi pour le discernement collectif, ça. Un défi immense, j'imagine. Surtout pour les journalistes qui essaient de couvrir l'événement sérieusement. Ils doivent se retrouver un peu pris entre deux feux. Exactement. C'est bien expliqué d'ailleurs. Les rédactions doivent jongler avec deux temporalités qui sont contradictoires. C'est-à-dire? D'un côté, il y a l'urgence, et il faut fournir l'info en temps réel, les mises à jour minute par minute, les chronologies des faits, répondre à cette demande immédiate du public. La pression du direct. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la nécessité absolue du travail de fond. Vérifier chaque information, le fameux fact-checking, recouper les sources, donner du contexte, analyser les enjeux pour dépasser l'émotion brute. C'est une course épuisante, mais essentielle. Et cette onde de choc, on disait, elle ne s'est pas arrêtée aux frontières américaines. Il y a des sources qui pointent des répercussions assez surprenantes à l'international. Tout à fait. Ce n'est pas juste une affaire américaine, loin de là. On a vu des polémiques éclater dans le milieu universitaire jusqu'à Oxford en Angleterre. Ah ouais. Oui, des controverses politiques ont surgi jusqu'au Mexique. Et puis ailleurs, des personnalités ont dû présenter des excuses publiques, parfois même démissionner. Carrément. Suite à des commentaires sur l'événement qui ont été jugés déplacés ou maladroits. C'est fascinant de voir ça. Ça montre à quel point les fractures politiques internes aux États-Unis peuvent résonner et même s'exporter en quelque sorte. C'est exactement le point qui est soulevé. Les États-Unis n'exportent pas seulement leur culture ou leur économie, ils exportent aussi leurs tensions, leurs conflits idéologiques, leurs guerres culturelles, comme on dit. Et l'assassinat de Charlie Kirk, du coup, il devient une sorte de prisme. Un prisme à travers lequel des débats ou des tensions locales, dans d'autres pays, sont réactivés ou réinterprétés. Comme si le drame américain fournissait un nouveau langage. C'est un peu ça, ou un nouveau champ de bataille pour des conflits qui existaient déjà ailleurs. D'accord. Revenons sur le sol américain. Quelles sont les conséquences plus directes, plus immédiates, qu'on peut anticiper là-bas? La sécurité, évidemment, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Oui, c'est la première chose, logiquement. On peut s'attendre à un renforcement drastique des mesures de sécurité autour des événements politiques, surtout ceux en plein air ou sur les campus universitaires. Les campus, oui. Les universités, qui étaient déjà des lieux de forte tension quand des personnalités comme Kirk venaient, elles vont probablement revoir et durcir considérablement leur protocole d'accueil pour les intervenants controversés. La peur d'un nouvel incident va peser très lourd. Logique, en effet. Mais au-delà de la sécurité physique, qui est bien sûr cruciale, qu'est-ce que ça implique pour le débat d'idées lui-même, à moyen terme? C'est là que se dessine sans doute la prochaine grande confrontation idéologique, selon certaines analyses. Elle va se cristalliser autour de la liberté d'expression. Encore et toujours. La question qui va revenir sans cesse, c'est où est-ce qu'on place le curseur? Qu'est-ce qui relève de la critique légitime, même virulente, et qu'est-ce qui constitue un discours dangereux, un appel à la haine qui pourrait inspirer la violence? Et surtout, qui a le droit de tracer cette ligne? On sent que les stratégies politiques vont forcément diverger sur ce terrain qui est miné. Absolument. D'après ce qu'on lit, la droite américaine va probablement chercher à utiliser l'émotion collective, suscitée par la mort de Kirk, pour mobiliser sa base. Capitaliser dessus. Voilà, on peut penser que la grande cérémonie publique qui est annoncée pour le 21 septembre, elle s'inscrit dans cette optique. Transformer le deuil et l'indignation en énergie politique, en faire un étendard, quoi. Et en face, la gauche,
Quelle stratégie ils peuvent adopter? La gauche, elle, devrait plutôt tenter d'imposer un discours axé sur la nécessité d'une désescalade. Le calme. Mettre en garde contre ce que les sources appellent l'arsenalisation du débat politique, c'est-à-dire cette tendance à transformer l'adversaire en ennemi à abattre, à utiliser un langage guerrier qui peut, même involontairement, finir par légitimer la violence. L'enjeu pour eux, ça sera de plaider pour un retour à un débat plus apaisé, sans pour autant apparaître faible ou renoncer à leurs convictions, bien sûr. C'est un équilibre difficile à trouver. Très difficile. Mais ce qui est vraiment frappant et qui est souligné, c'est qu'au-delà de ces stratégies opposées, il y a une crainte qui semble partagée des deux côtés. Oui, laquelle? C'est la peur qu'un tabou ait été brisé. La peur que cet acte introduise la violence physique comme un outil politique envisageable sur la scène publique. Chaque camp redoute que ce ne soit qu'un début, en fait. Que la violence devienne une nouvelle norme dans le conflit politique. La peur que le débat contradictoire, même s'il est âpre, soit remplacé par l'élimination physique de l'adversaire. C'est exactement ça. Et ça nous ramène à une idée fondamentale qui traverse plusieurs des sources qu'on a consultées. Laquelle? C'est l'idée, simple mais terrible, qu'on ne peut pas tuer un débatteur, quelqu'un dont le métier, la fonction, c'est de participer au débat public, de porter des idées aussi controversées soient-elles, sans tuer une partie du débat lui-même. Charlie Kirk, qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, il incarnait une position, il animait un réseau, il forçait ses adversaires à réagir. Et sa mort, aussi brutale soit-elle, elle ne fait disparaître aucune des questions qu'il soulevait, ni les clivages qu'il représentait. Bien au contraire, sa disparition tragique, elle rend ces questions encore plus brûlantes, encore plus urgentes. Elle nous oblige à nous confronter de nouveau, et peut-être plus douloureusement, aux interrogations que sa seule présence et son action soulevaient déjà. C'est-à-dire? Quelle est la nature du débat démocratique aujourd'hui? Quelles en sont les limites acceptables? Comment on gère la polarisation extrême sans que tout explose? Alors, si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on a exploré, on part d'un acte de violence ciblée, un assassinat politique visant une figure très médiatisée et polarisante de la droite américaine. C'est ça. Ensuite, on observe des réactions qui sont complexes. Une condamnation de surface de la violence, certes, mais qui masque mal des tensions profondes. Et puis, des tentatives de récupération politique, voire une forme de police de la pensée autour du deuil. On a vu aussi comment cet événement est complètement aspiré dans un tourbillon médiatique. Les réseaux sociaux, l'IA jouent un rôle d'amplificateur et rendent la vérité de plus en plus difficile à discerner. Oui. Et comment les échos de ce drame dépassent largement les frontières des États-Unis. Tout à fait. Et enfin, on anticipe des conséquences très concrètes sur la sécurité, bien sûr, sur la liberté d'expression, qui va être au cœur des prochains débats, c'est certain, et sur les stratégies politiques futures, avec en filigrane cette inquiétude diffuse que la violence physique ne s'invite durablement dans le jeu politique. C'est une image assez sombre finalement qui se dégage de ces premières analyses. C'est une image complexe, oui, et l'histoire est loin d'être terminée. Les implications vont continuer à se révéler dans les semaines, dans les mois à venir. Pour terminer notre discussion d'aujourd'hui, il y a peut-être une question qui reste en suspens, une réflexion qui émerge avec force de tout ce qu'on vient de dire. Oui, une question qui va bien au-delà de l'analyse politique immédiate ou des mesures de sécurité. C'est une interrogation fondamentale, je crois, que ce drame repose avec une acuité particulière. Comment une société qui est traversée par des désaccords aussi profonds, par une telle polarisation, peut-elle continuer à faire société sans basculer dans la violence et l'autodestruction? Comment maintenir ouvert, coûte que coûte, l'espace de la parole, du débat contradictoire, même quand c'est difficile, face à la tentation de le clore par la force? C'est ça, le défi immense. Comment continuer à débattre sans se détruire? Comment défendre la liberté d'expression pour tous, y compris pour ceux dont les idées nous heurtent profondément, sans pour autant laisser le champ libre à la haine ou aux appels à la violence? Et peut-être la question la plus angoissante. Oui, c'est comment s'assurer que cet assassinat reste une tragique exception et non pas le premier acte d'une ère où la violence remplacerait définitivement la conversation. Une question essentielle, effectivement, qu'on laisse ouverte à la réflexion. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.